Les acteurs du droit international public. Le droit international public peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux différents comportements de l'État sur le plan international. Les relations internationales contemporaines sont caractérisées par l'intervention de divers acteurs comme l'État et l'organisation internationale. L'État, principal acteur du droit international public. L'État est la structure institutionnelle qui s'est imposée depuis des siècles et qui reste le sujet dominant des relations internationales et du droit international. Dans cette section, nous examinerons la notion de l'État et ses éléments constitutifs. L'État peut être défini comme une personne morale de droit public. C'est l'institution de base de l'univers politique. C'est une forme d'organisation sociale et politique qui assure la sécurité de sa population en disposant de la force armée et de nombreux moyens de coercition et de répression. Au niveau interne, l'État est régi et organisé par le droit constitutionnel. L'État est la structure de base du droit international public. Les États sont différents par la taille, la puissance, le régime politique, la forme juridique. Mais ils ont tous les mêmes éléments constitutifs. En effet, les conditions d'existence de l'État sont au nombre de 3. Il faut un territoire, une population et un gouvernement. Il faut aussi un critère juridique qui est la souveraineté. Les éléments constitutifs de l'État. Les éléments constitutifs de l'État sont d'une part des éléments matériels et des éléments juridiques. Les éléments matériels de l'État. L'État est constitué de 3 éléments matériels fondamentaux, à savoir une population, un territoire, et un gouvernement effectif. L'État, un groupement humain. Tout État se compose d'une population. Il s'agit des nationaux et des étrangers. Les nationaux. Il s'agit des personnes qui portent la nationalité d'un État. La nationalité est le lien juridique de rattachement d'un individu à un État déterminé. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que tout individu a droit à une nationalité. Chaque État a le droit souverain de déterminer par sa législation les conditions d'acquisition et de perte de sa nationalité. Les États établissent la nationalité suivant plusieurs critères déterminants. La filiation et le lieu de naissance. Certains États les cumulent, d'autres n'en choisissent qu'un. Il s'agit d'un droit discrétionnaire des États. Tout État a le droit d'attribuer sa nationalité à un individu par naturalisation. Les étrangers. En tant qu'État souverain, il exerce sa compétence territoriale à l'égard de toute personne sur son territoire. Nationaux comme étrangers. Chaque État détermine pour lui-même les conditions d'accès à son territoire, de même que chaque État réglemente les conditions de séjour, de travail et d'expulsion des étrangers. Les individus soumis à un régime international spécial. Il s'agit des individus qui ne peuvent plus bénéficier de la protection diplomatique de leur propre État, les réfugiés et les apatrides. Ces individus ont été soit forcés de fuir leur État d'origine, soit ils n'ont plus aucun rapport avec leur propre État et ne peuvent demander leur protection en cas d'atteinte à leurs droits internationalement reconnus. Les réfugiés. La notion de réfugié a commencé à apparaître après la Première Guerre mondiale avec les déplacements de populations relatifs aux différents conflits. La création de la première structure internationale consacrée à ce problème date de 1921 lorsque la Société des Nations a créé le Haut Commissariat aux réfugiés russes. En 1928, il devient également chargé des réfugiés du Proche-Orient. Au début des années 1930, il devient le Haut Commissariat aux réfugiés et s'occupe aussi des réfugiés en provenance d'Allemagne et d'Espagne. Après la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1946, l'ONU a créé l'Organisation internationale des réfugiés qui devait avoir un caractère temporaire. Elle était chargée d'administrer les camps de réfugiés, d'assurer leur transport et leur réinstallation, mais elle fut remplacée le 1er janvier 1951 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés créé par l'Assemblée générale de l'ONU. Le HCR est sollicité sans arrêt depuis sa création, et de plus en plus du fait de la multiplication des conflits ayant une incidence directe sur le sort des populations. Les apatrides. Un apatride est une personne qui ne possède pas ou plus de nationalité, soit en raison de lacunes des lois nationales relatives à l'attribution ou à la perte de nationalité, soit en raison d'une mesure prise par un État pour retirer sa nationalité à un ou plusieurs individus. Juridiquement, un apatride est soumis à la loi de l'État dans lequel il habite mais sans pouvoir bénéficier de protection nationale. C'est pourquoi la société internationale a tenté de lui assurer un minimum de protection au moyen d'accords internationaux. Selon un accord du 28 septembre 1954, les États signataires ont l'obligation de traiter un apatride comme un étranger privilégié. Le 30 août 1961, les États ont signé un accord dont le but est de réduire les cas d'apatridie. De ce fait, cet accord impose à chaque État signataire d'accorder sa nationalité à certaines conditions aux apatrides qui résident sur son territoire. Malgré tous ces efforts, la situation des apatrides et réfugiés reste extrêmement précaire et difficile. Le territoire. Tout État possède un territoire, ce qui implique que le territoire a une fonction essentielle.
Un territoire se compose de 3 éléments essentiels: terrestre, maritime et aérien. Le territoire terrestre comprend l'ensemble de la terre ferme d'un État ainsi que les cours d'eau et les pièces d'eau qui s'y trouvent. La délimitation du territoire d'un État vis-à-vis d'un autre État se fait par la frontière. Sur son territoire terrestre, un État exerce pleinement sa compétence territoriale. C'est la souveraineté interne. Le territoire, espace maritime. Il se répartit en différents éléments. Les eaux intérieures. La souveraineté y est équivalente à celle exercée sur le territoire terrestre. Elles correspondent à l'espace maritime qui borde le littoral et qui lui est étroitement lié du fait de la configuration des côtes et de l'usage traditionnel fait par les riverains. Entrent dans cette catégorie les ports, les estuaires et les baies. Les États qui ont des eaux intérieures en font une délimitation unilatérale mais selon des règles posées par le droit international. La mer territoriale. Les États riverains y exercent également leur souveraineté mais ils sont soumis à une obligation spécifique de droit international qui est le respect du principe de libre passage dans la mer territoriale. Ce principe impose à l'État côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des étrangers dans ses eaux territoriales. Dès le XVIIe siècle, les États ont considéré que la mer territoriale s'étendait de la côte à 3 miles marins. Aujourd'hui, certains États ont étendu la délimitation de leur mer territoriale au-delà des 3 miles marins pour arriver à 12 miles marins. Cette distance a été généralisée au début du XXe siècle. À l'ONU, une conférence sur le droit de la mer a débuté en 1974 et a abouti à l'adoption d'un traité en 1982 appelé la Convention de Montego Bay. Dans ce traité, les États ont décidé que la largeur de la mer territoriale serait la même pour tous les États côtiers et qu'elle serait effectivement de 12 000 marins. Cette décision d'uniformisation de la mer territoriale s'explique par la prise de conscience de la valeur économique de la mer et de son sous-sol. Toujours dans cette conférence, les États ont également confirmé une pratique commencée en 1958 selon laquelle à la mer territoriale s'ajoute une zone contiguë de même largeur. Dans cette zone contiguë, l'État côtier peut simplement exercer des contrôles dans un certain nombre de domaines: douanier, fiscal, sanitaire et immigration. Dans le milieu des années 70, les États instaurent une zone encore plus importante appelée la zone économique exclusive, qui s'étend à 200 miles marins à partir de la ligne de base. Dans cette zone, l'État côtier n'exerce qu'une souveraineté particulière. Il possède la liberté de navigation, de survol, ainsi que la liberté de poser des pipelines sous-marins. Il exerce ses droits souverains concernant l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources économiques de cette zone. La Convention de Montego Bay a reconnu la ZEE. Dans le cas où des États peuvent être voisins ou en vis-à-vis, il faut une délimitation concertée pour fixer la frontière maritime qui limite le plateau continental ou la ZEE. Le plateau continental. En 1958, sous l'influence des USA, une conférence sur le droit de la mer est consacrée à tous les aspects du plateau continental. Il a été décidé que le plateau continental comprend le sol et le sous-sol de la mer, partie que l'État côtier peut exploiter jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Dans la Convention de Montego Bay, il est précisé que le plateau continental d'un État comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre, et cela jusqu'à un maximum de 200 miles marins. Sur ce plateau continental, l'État riverain possède des droits souverains et exclusifs lui permettant l'exploration et l'exploitation de toutes ses ressources naturelles. Cependant, la haute mer et le fond des mers constituent un espace maritime qui n'est pas rattaché à un État particulier. Traditionnellement, la haute mer est considérée comme un espace qui ne peut faire l'objet d'une appropriation étatique. Elle bénéficie du principe de la liberté d'utilisation, mais les États sont obligés de respecter les accords internationaux qui la concernent. Pour le fond des mers, la Convention de Montego Bay a confirmé que comme pour la haute mer, il ne peut y avoir d'appropriation nationale. De plus, le fond des mers est déclaré patrimoine commun de l'humanité et il est placé sous la compétence d'une institution internationale de gestion appelée l'Autorité du fond des mers. C'est uniquement elle qui gère l'exploitation des richesses minérales de ces fonds. Elle est composée de représentants de tous les États partis à la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. L'espace aérien. La question d'un régime juridique de l'espace aérien s'est posée vers le début du XXe siècle quand les premiers avions ont commencé à voler régulièrement dans le ciel. Une convention a été adoptée à Paris en 1919 qui attribue un territoire aérien à chaque État. L'espace aérien national correspond à l'espace qui surplombe le territoire terrestre et la mer territoriale. La Convention de Montego Bay a confirmé cette approche en adaptant la souveraineté étatique pour l'espace aérien au-dessus du plateau continental et de la ZEE. Dans l'espace aérien national, l'État est souverain mais toujours en accord avec les obligations du droit international. Les espaces aériens qui ne relèvent pas d'un État particulier forment l'espace aérien international. Il y a par ailleurs un espace extra-atmosphérique dont le principe est le même que pour la haute mer. Liberté d'utilisation, interdiction d'appropriation nationale. Le gouvernement. Pour qu'un État existe, il ne suffit pas de rencontrer sur un territoire déterminé une population donnée.
Il faut en plus un gouvernement effectif qui exerce au nom de l'État un pouvoir à la fois sur ce territoire et sur cette population. En effet, l'État n'est pas une donnée naturelle, mais une création humaine. Dès lors, il suppose une organisation, ou appareil d'État. C'est pourquoi, pour Raymond Cadet-Malberg, l'État est une communauté d'hommes fixés sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. Au sens large, le gouvernement signifie la structure qui englobe l'ensemble des pouvoirs publics. Il correspond à la notion de pouvoir public. Dans une approche plus restreinte, le gouvernement comprend toutes les institutions étudiées en droit constitutionnel et droit administratif, et qui en principe ne concernent que le droit interne et non pas le droit international. Chaque gouvernement assure le fonctionnement de l'ordre politique, juridique et administratif qui le concerne. L'ordre international a toujours exigé l'effectivité d'un gouvernement ainsi que sa continuité. De plus, la société internationale considère que les valeurs démocratiques doivent être respectées au niveau interne d'un État, notamment pour la désignation des responsables étatiques. L'effectivité d'un gouvernement signifie la capacité réelle à exercer toutes les fonctions étatiques, c'est-à-dire exercer pleinement et de manière effective et réelle la souveraineté interne et externe. Le principe de continuité signifie que l'État reste lié par les engagements internationaux auxquels il a souscrit indépendamment des changements politiques internes. À côté de ces éléments matériels, il y a d'autres éléments juridiques essentiels et qui sont constitués par la souveraineté, la reconnaissance et la notion de frontière.